Salut tout le monde, moi c'est Rachel et bienvenue à cet nouvel épisode de notre série Retour au Bercail. Aujourd'hui, l'invité du jour s'appelle Prudence. C'est une jeune entrepreneur qui est née et a grandi en France, mais elle a décidé de revenir s'installer à Kinshasa. Aujourd'hui, elle va nous parler de son parcours et aussi les raisons qui l'ont motivée à revenir au pays. Bienvenue au Bercail. Alors, je suis maintenant rejointe avec notre invité du jour, Prudence. Salut. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Oui, je vais très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. Et puis, bienvenue au Bercail. Merci. Super. Je vais te laisser un petit moment pour que tu puisses te présenter rapidement. Tu dis en quelques mots qui tu es et puis tu vas regarder ici. Alors moi, c'est Prudence. J'habite à Kinshasa depuis maintenant 1 an et demi, bientôt 2 ans. Donc, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris et aujourd'hui à Kinshasa, j'ai un institut de beauté et aussi je fais du commerce en ligne, de la vente en ligne. Voilà. Ok, super, super, super. Alors la première partie de l'entrevue, c'est toujours un petit jeu, question éclair. Tu dis les premières choses qui te viennent en tête, sans trop réfléchir. Ok. Ok, on va essayer. D'accord. Alors dis-moi 2 mots qui te décrivent très bien. Déterminée, ambitieuse. Ok, super. Si tu pars sur une île déserte, quels sont les 2 indispensables que tu amènes avec toi? Maillot de bain, c'est tout. Maillot de bain et mon ordinateur. Ton ordi. Ok, super, super. C'est quoi ton mets congolais préféré? Fondue. Fondue avec quoi? Juste comme ça, avec le foufou? Ok. Avec du porc. Ah, girl. Moi aussi, tu sais que tu es la 2e personne qui répond chikwang. Il y a moi et puis toi. Tout le monde me dit toujours le foufou, le foufou. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils trouvent d'intéressant avec le foufou. Écoute, je mangeais jamais de foufou à Paris et depuis que je suis ici, je mange du foufou et franchement, j'aime trop. Non, j'aime vraiment bien. Non, moi c'est kwanga. All the way. Tu mets le kwanga et le foufou, tu vas pas me voir être à côté du foufou. Moi, je préfère aussi. Kwanga, ok. Ouais. We can be best friends. Super. Dis-moi un trait de caractère que tu aimes moins chez toi. Impatiente. Tu te trouves impatiente? Très impatiente. Ok. Comme dans toutes les situations ou bien comme des situations spécifiquement qui te... Ouais. Ok. Super, super. Donc, dernière question de la partie quiz, pas la partie quiz, la partie jeu. D'après toi, est-ce qu'il est plus important de savoir où l'on va ou de savoir d'où l'on vient? Parce que c'est un peu compliqué pour moi parce que je me dis, savoir où on va, on ne sait pas où on va. Je ne savais pas que j'allais être ici. J'ai jamais rêvé d'habiter à Kinshasa, mais je suis là aujourd'hui et je veux aller nulle part ailleurs. Et d'où on vient, je pense que je savais d'où je venais, peut-être pas assez. Donc je vais dire d'où l'on vient, je pense. Ouais, plus important de savoir d'où l'on vient. D'accord. Mais c'est aussi important de savoir où on va. Ouais. Des fois, la vie peut nous amener, comme tu dis, la vie peut nous amener dans des endroits. En fait, voilà, je vais aller là, mais la vie elle nous emmène là-bas. Donc on pense qu'on sait où on va, mais des fois on ne sait pas du tout. Voilà, on a une idée, mais c'est la vie qui décide en fait. Ok. C'est ce que je me dis. Ok. Super, super. Là, c'est la fin. C'est la fin de la première partie. Donc, j'aimerais apprendre à te connaître un petit peu plus. Tout à l'heure, tu as dit que tu es née en France, tu as grandi là-bas. Mais c'était quoi la relation que tu avais avec le pays? Est-ce que tu venais souvent en vacances? Est-ce que tes parents te parlaient du pays en bien? Mot-clé. C'était quoi la relation que tu avais avec le Congo? Moi, je suis venue une seule fois avant de m'installer ici. Je suis venue qu'une seule fois en 2014. Donc j'avais 23 ans ou quelque chose comme ça. Et je suis restée 1 mois et c'est tout. À part ça, je suis jamais venue, à part la fois en 2020 où je suis venue jusqu'à maintenant. Après, bon, chez moi, on n'avait pas, bon, je dirais pas qu'on avait une grosse proximité avec le pays. Parce que mes parents n'y allaient jamais. N'y allaient jamais, ils nous en parlaient pas non plus énormément. Mon père, depuis qu'il est allé en France, il n'est plus retourné. Ça fait combien d'années? Trop longtemps. En fait, depuis que tu es née, en fait, oui, 40 ans. Oui, je dirais 30, 40 ans. Donc
il est parti et puis ouais, l'ami... donc, il m'en parlait pas en bien non plus. Mais donc ma mère, si, ma mère venait souvent après, mais quand j'habitais avec mes parents, non, il n'y allait pas souvent. Ok. Et puis, en fait, comme il t'en parlait pas tant que ça ou ni en bien, qu'est-ce qui t'a motivé à revenir en 2014? Ben, c'est ma mère qui a vraiment voulu. Après, moi aussi, j'ai vraiment voulu au moins voir une fois comment c'était, où ils étaient nés, etc. Donc, ma mère nous a emmenés, moi et mes frères et sœurs, une fois pendant un mois. Mais, et le papa, il n'est pas venu? Ah non, mais non. Non. Pas du tout. Non, mais il était très fâché quand je suis venue habiter au Congo. Ouais. Mais bon, là, après un an et demi, c'est passé. Mais oui, voilà. Donc, j'avais quand même envie de voir une fois. Et ma mère avait décidé de nous emmener une fois. Voilà. Ok. Et quand vous êtes venu pour la première fois, c'était quoi tes impressions du pays? Bah, en fait, j'avais plus fait la fête, on va dire. Oui. Donc, j'avais pas vraiment vu comment vivent les gens, Là, on était dans un hôtel. C'était très touristique, voilà, très superficiel un peu, voilà. En quelque sorte. On voit pas vraiment le pays. Pas vraiment. Quoi. Après, c'était ma première fois en Afrique, il me semble. C'est ma première fois, donc j'étais contente d'être là. J'ai bien aimé. Je me suis bien amusée. C'est tout. Ok. Voilà. Je me suis pas dit je vais revenir. Je me suis jamais dit je vais revenir rester là, non. Ouais. Mais tu sais, en même temps c'est désolant, en même temps c'est un peu bizarre parce que je trouve que à tous les jeunes de la diaspora à qui je parle, il n'y a aucun qui m'a déjà dit « Ah oui, non, moi mes parents, l'Afrique, le Congo, on baignait dedans et puis on nous encourageait à revenir, à connaître le pays. » Tout le monde, ça a toujours été « Ouais, non, mes parents m'en parlaient pas. Des fois même, ils ne nous parlaient pas la langue. Souvent, c'était en négatif. » Donc nous, enfants de la diaspora, on a beaucoup grandi avec cette conception du pays que ouais, non, moi, ça m'intéresse pas. Je préfère voyager ailleurs, visiter ailleurs, mais le Congo, j'ai pas envie de le connaître en fait quoi. Exactement, moi mes parents ils ne parlaient pas du Congo, pas du tout. Et si mon père nous en parlait, c'était pas pour dire on va y aller, c'est trop bien. Ouais. Donc tu vois par exemple les Sénégalais, les Maliens, ils vont tous les ans chez eux en vacances. Ils sont forcés, ils parlent leur langue, ils connaissent les plats. Voilà, même si nous en France on ne connaît pas, il y a beaucoup de plats que j'ai découverts aussi ici. Voilà, ils sont vraiment baignés dedans dès la primaire, voilà, dès qu'ils sont petits, ils vont tous les étés là-bas pendant 2 mois. C'est pas comme ça, c'est dommage. Et même au début, je disais, merde, non, je vais y aller. Là, à partir de 2013, 2012, on a commencé à dire, ok, on veut y aller, on veut aller voir quoi. Pourquoi les autres ils vont dans leur pays et nous on va pas? C'est ça. Ouais. Après, je peux pas trop les blâmer parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas aussi ici. Je ne dis pas que les autres pays c'est mieux, mais d'un côté il y a beaucoup d'insécurité, etc. Il y a beaucoup de parents qui disent qu'ils attendent que le pays s'arrange pour ramener leur enfant. Mais je pense que si on attend ça, on va jamais les emmener. Ça, mais encore là, s'arrange, qu'est-ce qu'ils veulent dire par s'arrange en fait? Est-ce que c'est s'arrange par rapport à comment on vit en France ou au Canada, ou qu'est-ce qu'ils veulent dire par s'arrange, tu comprends? Je pense que c'est très instable. Un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour la nourriture coûte très cher. Qu'est-ce qu'on fait ici? Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ça. Donc je pense que je les blâme pas, on va dire, mais c'est vrai que c'est dommage. Oui. C'est vrai. Par exemple, moi, mes amis latinos, ils parlaient leur langue, ils sont toujours connus, ils avaient les satellites de leur pays et tout. C'était toujours comme, ouais, moi je suis de El Salvador, et ils connaissaient absolument tout. Et puis nous, on était comme, ouais, moi je suis du Congo. Je sais même pas. On sait juste danser. Et tu sais, quand on t'arrive, c'est congolais quand c'est un mariage. Là, on est habillé en pagne et puis on danse et tout. Là, on est au Congo, mais c'est tout quoi. Alors du coup, tu es de quelle ethnie? Attends, je vais demander à ma mère parce que du coup, je sais pas c'est quoi ça, cette histoire. Quel village? Et en fait, même ça, on sait pas. Et c'est grave quand même. C'est grave. Même moi, quand j'arrive là, on me dit, mais du coup, tu es de quelle... Oui, tu es là, attends, j'appelle ma mère. Non, ça le fait pas. Du coup, déjà, même nos parents, ils nous apprennent même pas ça. C'est... C'est quelque chose, hein. Mais je pense que cette génération va... Oui, non, cette génération, maintenant, on est comme non, il nous faut notre identité, on doit retourner aux sources, on a besoin de savoir où l'on va. Parce que
on va pas se le cacher, en Occident, ils nous font comprendre qu'on n'est pas un des leurs. On n'a pas leur même histoire, on n'a pas la même culture et tout, ils nous font comprendre ça. Donc, on est comme dans une impasse où on se dit, ouais, bon, eux, ils veulent pas, on peut pas adopter leur culture ou leur tradition parce que ça nous appartient pas. D'un côté, on connaît pas beaucoup nos cultures et nos traditions, alors on a besoin de les connaître pour que nous, on soit en mesure de maintenant passer l'histoire à nos enfants pour qu'ils connaissent c'est quoi leur identité. En tout cas, parfait. Ton parcours académique et professionnel? Alors, ça fait longtemps. J'ai fait un bac. Attendez, je me rappelle même plus. Donc au début, j'ai commencé à faire une seconde générale. Donc ça m'a pas plu. Je suis partie en BEP vente. Donc j'ai fait un BEP. Donc quand j'ai eu mon BEP, j'ai fait un bac marketing. Donc ensuite, je suis passée à un DUT, donc c'est un diplôme universitaire technologique, donc c'est entre la fac et le professionnel, BTS. Donc j'ai fait un DUT en 2 ans, c'était un DUT technique de commercialisation. Donc plus vente, négociation, commerce international. Voilà. Donc j'ai fait ça et ensuite j'ai fini par un bachelor. Une licence que j'ai fait en alternance chez Danone. Donc je travaillais et j'allais à l'école en même temps. Et là je faisais négociation des produits, c'était plus grande surface. Plus spécialisé dans les magasins supermarchés. Voilà. Donc après ça, en Australie, j'ai fait un diplôme de marketing. Tu es partie étudier en Australie? Je suis partie pas étudier, je suis partie 1 an. 1 an, ok. Je suis partie 1 an juste pour voyager et après je suis restée en tout 4 ans. Et j'ai étudié, donc j'étais obligée d'étudier pour pouvoir rester dans le pays. Du coup j'ai fait un diplôme de marketing. Après mon parcours professionnel, j'ai fait beaucoup de travail, j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé dans tout. J'ai fait restauration, j'ai fait de la logistique. De la vente, beaucoup de vente, de la négociation. J'ai travaillé chez Danone, de la négociation. Je travaillais à l'aéroport. J'imagine que tout ça, ça t'a aidé avec ce que tu fais aujourd'hui. Je démissionnais à chaque fois en plus. T'inquiète. Moi aussi. Moi aussi. Non, je démissionnais tout le temps. Au bout d'1 mois, 2 mois, j'en pouvais plus. Je devais prendre ma pause à certaines heures, c'était pas possible. Donc, tu étais fait pour travailler pour toi-même, en fait. Contrôler ton horaire, contrôler tes pauses et tout. Est-ce que c'est d'ailleurs pour ça que tu as préféré te lancer dans ton propre compte? Oui, non, j'avais besoin d'être libre. Je préférais même gagner beaucoup moins et être libre. Aller où je veux, quand je veux. Pas demander pour des vacances. Pour moi, c'est incroyable de devoir demander pour des vacances. Du coup, de la permission, non. Je suis quelqu'un de très... j'aime bien me décider. Du coup, demander l'autorisation, non, j'avais beaucoup de mal. Du coup, j'avais aucun autre choix. Et quand tu as dit à tes parents, ouais, non, moi... je ne veux plus travailler pour quelqu'un, je me lance toute seule. En fait, depuis que j'étais petite, je disais, apparemment, depuis que j'étais petite, je disais à mes parents que je travaillais pour moi-même, donc ils n'étaient pas étonnés du tout. Ah, ok. Ils disaient, on attendait que tu nous le dises. Voilà, exactement. Super. Et puis, comment est-ce que tu t'es retrouvée à Kinshasa, en fait? Alors, je suis venue en septembre 2020 en vacances, 2 mois, où j'avais vraiment un billet retour, en fait. Et après, je suis restée 1 mois de plus parce qu'en fait, en France, c'était le Covid. Et le Covid, ça a beaucoup affecté mon entreprise de maillots de bain parce que j'étais devenue grossiste pour les boutiques partout dans le monde. Et quand elles fermaient, donc j'avais beaucoup de moins de commandes, voire pas du tout. Et ça a affecté beaucoup mon business. Du coup, en France, je m'ennuyais un peu. Je me suis dit, bon, je vais venir en vacances, je vais rester 1 mois de plus, 2 mois de plus. Et au final, je suis restée 6 mois jusqu'à décembre, donc de septembre à décembre. Je suis rentrée en France, sous-louer l'appartement. Je me suis dit, bon, je vais rester encore un petit peu à Kinshasa, je reviens. J'ai sous-loué l'appartement, je suis revenue. Et en juillet, je me suis dit, bon, non, je le rends l'appartement parce que je n'ai pas envie de rentrer. C'est vraiment parti crescendo, j'ai jamais pensé que j'allais habiter à Kinshasa. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a piqué en fait? Qu'est-ce qui t'a dit, oh non, finalement, je pense que je peux rester ici? Parce que
Moi, je le dis tout le temps, Kinshasa, c'est pas une ville facile. Non, c'est très dur. C'est très dur, il faut avoir les reins solides, mais tu m'as l'air d'une femme qui est t'es très forte, donc je pense que la ville, elle te fait pas peur, mais c'est quoi, qu'est-ce qui est arrivé dans ta tête que tu t'es dit, ouais, non, je peux m'installer ici et puis faire ma vie ici? Ben, franchement, déjà, je disais tout sauf la France, parce que j'ai jamais été fan de la France du tout. J'ai beaucoup habité dans d'autres pays. Du coup, c'était plus déjà que je ne voulais pas rentrer en France, déjà. Je me suis dit, je préférais être ici qu'être là-bas. Surtout durant la Covid, Ouais. là, c'était... Au début, c'était juste ça. Au début, c'était juste ne pas être en France, être en dehors de la France. J'aurais pu aller n'importe où, on va dire. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'opportunités ici. J'ai trouvé que je me sentais beaucoup mieux en fait. Après, quand je suis arrivée, j'ai pas habité directement chez moi, j'étais chez ma tante, voilà, j'étais chez la famille. Donc j'étais très à l'aise, j'étais à l'aise. J'étais vraiment à l'aise, j'avais pas envie de rentrer en fait. Ouais. Et au fur et à mesure, je me dis, ah, je peux faire ça, je peux peut-être faire ça, je peux peut-être faire ça, mais il y a plein de choses à faire ici. Et moi, je suis une opportuniste en fait. Oui. Donc toutes les opportunités, peu importe dans le monde, je prends. Donc je me suis dit, ah mais je vais essayer de faire ça, j'ai une idée, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire un centre de laser, pourquoi pas. Et en fait, avec le temps, je suis restée en fait. Mais ça n'a jamais été vraiment l'objectif de départ. D'accord. Ouais. Tu as laissé la vie t'emporter. Voilà, mais c'est toujours comme ça avec moi. Tu as embrace, Voilà. tu as juste accepté. Dieu, prends-moi, amène-moi où tu veux et puis je vais juste... C'était un moment où franchement, je ne savais pas quoi faire de ma vie, quoi. J'étais perdue. Mon entreprise elle était en train de chuter avec le Covid. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Je suis là, je suis là, qu'est-ce que je fais, quoi? C'était vraiment une période bizarre, ça m'avait jamais fait ça, quoi. Okay. Et puis ton père, il n'était pas... rentre à la maison, tu fais quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas que t'aimes? C'est nul. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, tu rentres? J'ai dit, ok, le mois prochain, je rentre. Mais il a bien vu que je n'allais pas rentrer. Ouais. Il a fait la paix avec ça maintenant. Ouais, voilà. Mais là, ça n'incite toujours pas à revenir un peu, mettre les pieds, et puis juste m'assurer que ma fille va bien. Même pas, non, même pas. Waouh, mon Dieu. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Ils ont toujours leur raison. Il a très peur. C'est pour ça que je dis, il a peur en fait. Il a peur. Ça va, quand tu es sorti, on t'a pas agressé, des choses comme ça, il a peur. Wow. C'est vraiment... Est-ce que tu as déjà essayé de comprendre cette peur-là? Pas assez, je pense. Ouais. Pas assez, je devrais. Pas assez, parce que c'est très spécial. Hein? Parce que, oui, c'est vrai qu'il y a l'insécurité, quand même, mais comparé à d'autres villes, je pourrais dire à Kinshasa, on est quand même, moi, je trouve que en général, on est en sécurité. Si tu sais avec qui sortir et quel endroit tu devrais pas aller, mais en général, je pense qu'on est quand même, en tout cas moi, quand je suis dans cette ville, je me sens pas en insécurité. Non, c'est ça. Je me dis pas que, oh mon Dieu, on va m'attraper puis on va me prendre mes bijoux. Comme par exemple, même en Afrique du Sud, les gens ils disent en plein jour, on peut prendre tes choses après, et tout. Là, c'est parce qu'on est là. Ouais. Mais quand j'étais en France, je voyais ça très je pensais que j'avais l'image d'un pays très dangereux aussi. Ouais. Du coup, quand tu vois sur les social media et tout ce qui se passe, parce qu'on publie beaucoup ce qui est pas bien. Oui, mais on publie jamais ce qui est bien. Voilà. En fait. Soit c'est la musique, le sport ou bien ce qui va mal. Voilà. Et la politique. Tu te dis, en fait, c'est comme ça, le câble il est tombé dans l'eau, tout le monde est mort. Ah non, mais c'est, tu vois, tu te dis ça. Oui. Donc forcément, tu as peur. Non, c'est ça. Le Congo, c'est un pays où tu dois venir mettre les pieds toi-même. Et puis tu évalues et tu prends ta propre décision si tu aimes, si tu n'aimes pas. Parce que si tu te bats seulement parce que tu vois sur les réseaux sociaux ou parce que les gens autour de toi, ils te disent... écoute, c'est ça, je veux dire, tu sais, quelqu'un qui a eu l'opportunité de quitter le pays, il ne va pas venir te dire « Ouais, le Congo, c'est bien. » Non, pour eux, ils ont eu l'opportunité de quitter et puis c'est fini, tu vois. Non, c'est ça, exactement. Ils ne vont pas te dire « Oui, il va faire un tour là-bas » alors que moi, mon rêve, c'était de quitter, tu vois. Donc, nous, en tant qu'enfants de la diaspora, je pourrais dire, on n'a pas le choix de revenir, prendre
évaluer nous-mêmes et puis après ça, décider qu'est-ce qu'on fait de ce pays. Est-ce que j'aime pas? Mais au moins, tu es venu, tu as fait ta propre idée, quoi. Ouais. Tu vois, Il fallait justement que je vienne pour pouvoir rester, pour pouvoir avoir ma propre idée. Sinon, ouais. Du studio laser. Ah bon? Ouais. Non, non mais... Oui, j'ai dit, tu as mentionné tout à l'heure le laser. Non, j'ai pas entendu ça. Tu entends Non, oui. Ok, vas-y, ok. C'est bon? Action, on peut y aller? Ok. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu as mentionné le studio laser. Donc, tu es dans le monde de l'épilation, etc. Dis-moi un peu comment est-ce que tu es arrivé dans ça. Parce que les gens sont poilus ici. On va se le dire, les femmes et les hommes sont poilus, spécialement les femmes. Comment est-ce que tu es tombée dans ça? Déjà, moi, je fais de l'épilation laser en tant que cliente sur moi depuis longtemps. Et quand je suis arrivée à Kinshasa, je voulais continuer mes séances. Donc, je cherchais quelqu'un, un institut pour me faire l'épilation laser. Et c'est là que j'ai vu qu'il n'y en avait pas en fait. Il n'y en avait pas, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé une dame en fait qui le faisait chez elle et elle m'a vraiment brûlé la peau. Wow. J'étais brûlée comme pas possible. Du coup, je me suis dit c'est ça que je vais faire. En fait, et aussi en voyant, quand je passais, il y avait beaucoup de femmes qui avaient ce problème de pilosité forte sur le visage par exemple. Surtout sur le visage, c'est là que je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire. Et en plus, c'est quelque chose que j'aime faire parce que j'ai fait tout mon corps, moi, au laser. Du coup, ça allait être. Parce que, comme moi je dis, toujours pour faire un business, il faut faire quelque chose qu'on aime, qu'on est passionné, ça ne va pas nous déranger de le faire pendant X temps. Parce qu'un business, c'est. Même si tu ne fais pas l'argent, mais tant que tu es passionné, tu sais que oui, je vais réussir à vivre de ça. Et je me disais qu'en tout cas, ça, moi j'aime bien, je le fais déjà moi-même, je connais. Du coup, je suis partie me former, je suis revenue et là, j'ai ouvert le studio. Ok, donc tu es retournée encore en France, te former pendant plusieurs mois. Et ensuite... Non, en fait, je suis partie en France 2 mois. Et entre-temps, donc c'est à ce moment-là que j'ai vidé mon appartement, que je l'ai rendu. Et là, je suis partie me former ensuite. Ok, parfait. En même temps. Ensuite, tu as acheté le matériel et tout, tu es revenu ici et tu as ouvert ton entreprise. D'accord. Est-ce que tu savais déjà qui tu allais cibler? Comment est-ce que tu allais les cibler? Parce que généralement, on dit toujours, quand tu lances une entreprise, il faut faire l'étude de marché, s'assurer que le besoin est là, puis ci et ça. Est-ce que tu penses vraiment que c'est nécessaire au Congo? Tellement que il y a tellement de besoins, quoi. Moi, je pense non. Je ne l'ai jamais fait. Et c'est pas ma première entreprise que je fais et je ne l'ai jamais fait. Mais tu as étudié dans le marketing et puis il le disait, études de marché, pénétration, différenciation, machin, segmentation. Moi, je pense que déjà au Congo, il n'y a pas grand-chose. Il y a tout à faire, on va dire. Il y a beaucoup de choses qui sont en Europe qu'on ne retrouve pas ici. Donc, c'est difficile si vraiment on a la motivation, on a la persévérance de faire quelque chose qui ne va pas marcher. Si vraiment on sait comment faire le marketing, faire la pub, on connaît quelques personnes, normalement tout marche, on va dire. Tout marche, oui, vraiment, effectivement. Il y a beaucoup de gens à Kinshasa et il manque de beaucoup de choses. Donc, moi, je ne pense pas que faire un business plan, etc., tout ça, c'est pertinent ici. Sérieux, ici, presque tout va fonctionner. Ouais. Écoute, tu as un camion de poubelle là et je te dis que tu vas faire beaucoup d'argent, même si tu en as juste un, tu vois, parce qu'il y en a tellement. Donc, ici, venir et puis te dire, je vais faire un business plan de 400 pages, faire des plans financiers, que dans 2 ans, je vais faire autant. Non, juste. Après, surtout pour l'activité dans laquelle. Oui, surtout pour faire un spa, ou une institut de beauté, pour moi, si c'est un très gros projet, que je dois construire construire des immeubles, j'ai besoin de temps d'approbation, voilà. D'accord, mais pour faire un spa ou un institut de beauté, non, je ne pense pas que c'est nécessaire pour moi. Okay. Donc là, tu as ouvert ton institut il y a combien de temps à peu près? Alors l'institut depuis le mois de décembre, mais j'ai commencé le studio laser au mois de juillet. Donc au début je louais un espace dans un spa, je louais juste une petite cabine
Parce que déjà, j'avais pas les fonds pour ouvrir le spa, pour ouvrir ton propre endroit. Voilà. Et en plus, déjà au début, j'ai juste acheté la machine et je me suis dit, je vais déjà essayer de voir comment ça répond. Parce que j'ai pas envie de me mettre des charges que je pourrais pas, peut-être pas faire, assumer après, pas faire face. Voilà. Ouais. Donc j'ai commencé dans un institut et donc, de juillet jusqu'à décembre, ça a tellement bien marché que là, j'ai ouvert le mien en décembre. Ok, super. Donc dis-moi, comment est-ce que les clients te trouvent ou bien te trouvaient lorsque tu avais commencé? Sur Instagram et Facebook. Ok, donc tu as beaucoup utilisé les réseaux sociaux pour te faire connaître. Est-ce que tu trouves que c'est une lacune d'ailleurs que les entreprises ici ont de ne pas profiter de ces plateformes qui sont gratuites pour pouvoir se faire connaître? Facebook et Instagram ne sont pas gratuits. Donc, quand je dis j'utilisais Facebook et Instagram, je payais pour de la pub sur les réseaux. Donc je mettais beaucoup d'argent dedans. Tu mettais beaucoup d'argent dedans? Ok. Quand je dis beaucoup, bon oui, non, pas beaucoup, pas énormément, mais tu mettais de l'argent. Pub payante, voilà. Quand même, il y avait un certain investissement quand même. Ouais. Mais moi, je trouve que, et je pense que c'est aussi le fait que, bon, tu as étudié en marketing, mais c'est aussi le fait que tu étais déjà en business avec les maillots et tout, tu comprenais le poids que la publicité en ligne avait. Mais ici, les gens, ils n'ont pas encore compris ça, en fait. Non, ils ne sont pas très axés réseau. Après, ici, les gens, ils utilisent beaucoup WhatsApp. Bon, Facebook aussi, Instagram un peu moins que Facebook. Ouais. Mais non, je trouve que les entreprises n'utilisent pas assez Facebook, la pub payante. Pas beaucoup d'entreprises utilisent la pub payante pour faire connaître. C'est beaucoup de bouche à oreille ici. Beaucoup de bouche à oreille. Ouais. C'est ça qui fonctionne le mieux pour toi, hein? J'imagine, le référencement d'une autre personne. Voilà, ouais. C'est les deux, c'est les pubs et le bouche à oreille. Okay. Alors que par exemple en France, ça va être que les pubs. Le bouche à oreille va moins marcher, on va dire. Ouais. Mais ici, c'est vraiment que le bouche à oreille. Une personne qui est partie, une personne qui est satisfaite va en parler à d'autres qui vont venir, etc. C'est beaucoup de ça ici. Tu viens de mentionner quelque chose de pertinent, la satisfaction. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît, Joanie? Tu viens de mentionner quelque chose de très intéressant, c'est la satisfaction. Donc, l'importance d'offrir un bon service à ton client parce que cette personne-là, en fait, elle devient un peu ton ambassadeur. Ouais. Alors qu'ici, côté service à la clientèle… Ouais. On ne peut pas comparer avec l'Europe, par exemple. Oui, c'est ça. Le service à la clientèle est encore très difficile parce qu'en fait, ils ne comprennent pas que le service que je donne, c'est ma publicité, en fait. Parce que cette personne, elle va aller me référer à une autre personne, l'autre personne va me référer à une autre personne, et c'est comme ça que je vais pouvoir bâtir ou grandir mon entreprise. C'est comme si c'est nous qui avions besoin d'eux, quoi. Oui. Non, c'est compliqué ici pour ça. C'est très compliqué. Donc c'est pour ça que quand on recrute quelqu'un… D'ailleurs, comment tu as fait avec ton équipe? Tu as combien de personnes qui travaillent pour toi actuellement? Donc là, c'est un petit institut, ils sont 4. 4 personnes que toi-même tu as formées et tout. D'accord. Comment est-ce que tu as réussi à les former et à trouver les bonnes personnes surtout? J'avais fait des pubs sur les réseaux pour le recrutement, mais les personnes que j'ai prises, c'est des personnes qu'on m'a recommandées. Donc ici, ça marche beaucoup par recommandation. Surtout une personne qui va garder ta caisse, ton argent. Si elle te vole, au moins tu sais où tu peux la trouver. C'est ça. Donc ouais, c'est des gens qu'on m'a recommandés. Et même, c'est compliqué. Avant même que je les trouve, j'ai vraiment du mal à trouver quelqu'un de fiable. J'en ai pris quelques-unes, je les ai échangées. Ouais, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment compliqué. Des fois, tu as l'impression qu'elles ne veulent pas travailler. Tu as l'impression qu'elles s'en foutent, qu'elles n'ont pas besoin. Donc, du coup, C'est ça. Des fois, tu te dis, mais moi, je pensais que les gens ici avaient besoin d'emploi. Voilà, comment moi, je te donne une opportunité et toi, tu fais du n'importe quoi? On dirait que tu ne veux même pas être là. Ils font le minimum. En plus, pourtant, moi, je les paye bien par rapport à… Je les paye vraiment bien. Mais non, ici, ils s'en foutent en fait. C'est bizarre parce que moi, je me suis dit, bon, il n'y a pas de travail ici. C'est ça. Donc, forcément, les gens, quand ils vont venir, ils vont vraiment être motivés. motivés. Oui, c'est ça. Mais en fait, des fois, tu arrives,
Donne-moi une anecdote. Non, mais rien que par leur présentation, comment elles te parlent, je sais pas, c'est genre vraiment, tu vois qu'elles sont pas motivées, elles te répondent, ben ok, elles te répondent comme ça quoi. Non, elles sont pas. Elles sont pas. Il n'y a pas de vitalité dans leurs réponses, la manière dont elles se. Ouais, c'est la chose dont j'ai dû faire face ici. Trouver du personnel motivé, c'était vraiment compliqué. Et du coup, comment est-ce que tu t'es pris pour les former en fait? J'ai pris beaucoup de temps. Pour une beaucoup de formation patience aussi, j'imagine. Toi qui dis que tu es impatiente. Ouais, mais là, ça m'a fait une bonne leçon. Non, là, ça m'a appris la patience. Jusqu'à maintenant, je continue. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je ne vais pas les former une fois et après, je les laisse. Je leur fais un cahier. Elles ont tout un cahier. Elles prennent des notes. Si elles ont des questions, il y a le cahier de formation que j'ai mis en place au travail. Aussi, donc on essaie de toutes les semaines, on fait un rafraîchissement. Ok. Tu vois, donc tu es vraiment sur elles en fait, quoi. C'est comme tu es sur leur dos un peu parce que sinon si tu essayes de les laisser, toi-même tu vas souffrir, en fait, tu vas pleurer. Tu les laisses un peu, chacun fait comme pas comme partout. Chacun prend un peu ses aises. Donc j'essaie de toutes les semaines faire des rafraîchissements, on se rappelle ce qu'on a appris, j'en pose des questions, comme ça. Ok. À part la difficulté à trouver des employés et tout, quel a été un autre obstacle, peut-être une autre difficulté que tu as dû être confrontée? Alors je dirais déjà trouver un local. En fait, il y a des locaux, mais on te demande 6 mois. Donc il faut être préparé financièrement. Financièrement, oui. On te demande 6 mois de garantie, on te demande 3 mois de loyer à l'avance. Donc tu es déjà à 9 mois de loyer à l'avance que tu dois donner avant d'entrer. Sans compter les travaux que tu vas faire, l'ameublement, tout ça, les meubles. Donc tu te dis en fait… tu dois préparer un an de… Alors que par exemple en France, financièrement. tu payes 1 mois de garantie et 1 mois de loyer à l'avance. Donc c'est un peu plus simple. Le coût il est beaucoup moins. Je m'excuse. Oula. Ça va? Oui, ça va. Je vais boire de l'eau encore. Vas-y. On va se dépêcher là. Fini bientôt. Bah, si tu dois partir. On va recommencer cette question-là. Ouais, attends, c'était quoi? Les difficultés. Ouais, vas-y. C'est bon, je peux continuer? Bon, à part les difficultés de recruter, avoir la bonne équipe, quelles ont été les autres difficultés ou la grosse difficulté que tu as dû D'abord, je dirais, pour la recherche d'un local, bon, il y a des locaux, mais plus, déjà quand tu veux prendre un local, on te demande 6 mois de garantie, on te demande 3 mois de loyer à l'avance. 3 mois, moi c'était 3 mois, mais des fois tu peux payer 1 mois, mais déjà tu es déjà à 7 mois minimum pour un local commercial. Du coup, ça te met, il faut que tu sois vraiment préparé financièrement. Et ça peut te mettre un frein en fait, ça te met vraiment un frein. J'ai trouvé ça un peu excessif franchement. Du coup, il fallait déjà que je sois vraiment préparée. À part ça, non, ça a été vraiment faire mes documents. Il y avait beaucoup de documents, tu as beaucoup de taxes, tu as des taxes à gauche à droite, tu as des gens qui t'embêtent, le service de… je sais pas quoi, le service de l'économie, le service de ça, tu dois faire… Donc c'est un peu embêtant au début, mais bon, une fois que tu as tout mis en place, franchement ça va. Ça va. Ouais, ça va. Ok, super. Et au niveau de ta clientèle, comme tu disais, c'est des gens qui te trouvent sur les réseaux sociaux. Généralement, ils ont environ quel âge à peu près? C'est qui à Kinshasa qui se permet de se payer des services esthétiques, de laser et tout? Parce que comme on disait, c'est une réalité que j'ai remarqué ici, c'est que les femmes, côté épilation, c'était un peu passé de côté, les jambes ne sont pas rasées, les sous des bras ne sont pas rasés, la barbe et tout. Donc, c'est qui ces gens qui investissent dans des $50 pour se faire épiler et tout?
peu près, bon, j'ai à peu près deux types de clientes, je dirais. J'ai beaucoup plus de clientes que de clients. On va dire que j'ai 10% de clients hommes et le reste c'est des femmes. C'est des femmes jeunes, à partir de, je dirais en moyenne à partir de 30 ans. J'ai pas beaucoup de jeunes filles. À partir de 30 ans, qui travaillent, qui ont un bon travail, qui habitent à côté de la ville, qui gagnent bien leur vie. Et aussi, j'ai des femmes un peu plus âgées, 45, 50, voilà, qui veulent se débarrasser de leur barbe, qui en ont marre, qui travaillent ou pas, qui ont déjà fait un peu leur vie, qui ont leurs enfants, etc. Donc, j'ai un peu... Elles prennent soin d'elles-mêmes. Voilà. Okay. J'ai un peu ces deux types de clients. Ok, super, super. Et tu trouves que c'est rentable, ça fonctionne bien? Pour l'instant, oui, ça va. Ça fonctionne plutôt bien. À partir du moment où on peut payer nos charges, ça veut dire que ça va bien, donc ça va. Donc là, ici, tout à l'heure tu mentionnais que tu étais chez de la famille, tu étais à l'aise et tout, mais ta famille proche, tes parents, ils ne sont pas ici. Donc là, actuellement, tu es seule. Ouais, comment est-ce que tu fais pour bâtir un cercle social? Parce que lorsqu'on est seul dans un nouveau pays où on ne connaît pas grand-chose, comment est-ce que tu as fait pour déjà trouver des gens qui ont la même mentalité que toi et puis pour bâtir un cercle d'amis? Ben, je pense que déjà, il suffit d'une personne pour connaître une autre, pour connaître une autre, pour connaître une autre. Donc à partir du moment où j'ai rencontré une personne, j'ai pu rencontrer d'autres personnes et faire d'autres amis, on va dire. Mais je trouve quand même dur de trouver des personnes ici qui ont la même mentalité. Du coup, généralement, je reste un peu dans mon coin. Je reste un peu dans mon coin. Voilà, je connais des gens, je connais beaucoup de gens, mais je reste beaucoup dans mon coin, on va dire. Donc, me dire que j'ai un cercle d'amis à Kinshasa, je ne saurais pas dire ça. Je connais des gens. Tu as des connaissances. Voilà, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai quelques copines, mais je reste quand même dans mon coin, en fait, on va dire. D'accord. Et puis le dating life, c'est comment? Parce que moi, j'ai des copines de la diaspora qui disent « Girl, trouver des hommes qui ont la même mentalité que toi. Déjà, si tu es une femme indépendante qui fait son propre argent, tu es entrepreneur. Les hommes, ils sont comme « Pardon, je sais pas. » Toi, c'est quoi ton expérience? Moi, je pense qu'en ce moment-là, maintenant, les hommes veulent plus des femmes indépendantes. Ils veulent des femmes... Ils veulent plus des gold diggers. Ouais, voilà. Ils veulent des femmes qui vont aussi les aider, en fait, en ce moment. Comparé à avant, c'est tough maintenant. Hein. C'est dur, hein? Ils veulent compter. Je pense qu'aujourd'hui, les hommes veulent plus une personne mais qui va les aider. S'ils ont un problème, qui va être là, je sais que bon, si j'ai pas, ma femme peut m'aider. Donc ça va. Et ouais, non, c'est vrai qu'au début, c'était un peu dur quand même. C'était un peu dur parce que la mentalité d'Europe ici, c'est différent. Donc on est très, très différents. Alors, c'était dur. Dieu merci, j'ai trouvé un super chéri. Mais ouais, non, c'était assez compliqué. Je vais faire une vidéo avec mes copines célibataires là, qui sont en train de struggle. On a besoin de trouver des hommes qui ont la même mentalité que nous. C'est pas facile. Non, à Kinshasa? Ouais. Non, c'est quelque chose. C'est pas facile, mais il y a beaucoup de gens quand même. Moi, je trouve que par rapport, par exemple, en France, on a du mal à trouver. En France, ouais. Et ouais, je trouve qu'on a beaucoup de mal à trouver en France. Je trouve qu'ici, il y a beaucoup plus de personnes, il y a beaucoup plus de choix, on va dire. Plus de choix. Et aussi, au bout d'un moment, faut oser. Et ouais, aussi, il faut se remettre en question dans le sens, on ne peut pas tout avoir chez quelqu'un. Donc, il faut aussi, on est dans un pays, il faut aussi s'adapter à la mentalité. Ouais. Donc, tu peux pas venir de France et tu dis je veux quelqu'un qui soit comme moi, c'est pas possible en fait. Qui a voyagé, qui a fait ci, qui a fait ça. C'est pas possible. Donc il y a des critères dans lesquels on va devoir cocher, barrer en fait. Ok, il a pas ça, il a pas ça, il a pas ça, parce qu'il est pas né là où je suis né, il a pas eu la même éducation, etc. Donc forcément, on ne trouvera pas sinon. Donc on a envie de s'adapter au bout d'un moment. Ouais, je comprends. Super. Alors, ça serait quoi
ton mot de la fin, ton conseil pour les jeunes de la diaspora qui aspirent à revenir ici? Ça serait quoi ton mot pour eux? Ben déjà, j'ai beaucoup de gens sur mon Instagram qui me disent mais comment tu fais, etc. Moi j'aimerais bien, mais je suis venue en vacances. J'avais pas un rond, hein. Non, sérieusement, j'avais pas d'argent de côté, voilà. J'avais presque rien, hein, honnêtement. Donc si je l'ai fait, vous pouvez tous le faire. Franchement, si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Il suffit juste d'être motivé et aussi, comment dire, par exemple en France, on a l'eau chaude qui coule à gogo. Il y a des choses dans lesquelles il faut aussi s'adapter et comprendre. Faire quelques sacrifices. Et faire des concessions, que des fois le courant coupe. Oui, oui, oui. Des fois, il n'y a pas d'eau, il faut aller puiser. Ben, oui. Ça arrive. Au début, c'est dur, mais il y a des pour et des contre dans chaque pays. Les contres d'ici, pour moi, sont meilleurs que les contres en Europe. Donc, voilà, il faut aussi, voilà, faut juste s'adapter, il faut connaître vraiment dans quoi en fait, quand tu arrives, tu te dis, mais tu es choqué de certaines choses, en fait. Tu es vraiment choqué, tu te dis, mais ils conduisent comme ça, ah, mais c'est comme ça, ah, mais tu te dis, mais déjà, c'est cher aussi, Kinshasa, tu te dis, mais c'est cher, c'est comme ça. Mais il y a beaucoup de choses à faire, donc il faut venir. Parce que beaucoup de gens veulent venir, mais en fait, même en vacances, ils ne viennent pas, en fait. Donc, il faut venir, faut regarder, il faut ouvrir ses yeux. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Il y a beaucoup d'opportunités. On vit quand même bien, malgré tous les contres, on vit bien, il ne faut pas se mentir. Voilà, on est à l'aise, on n'a pas de boîte aux lettres, des lettres dans nos boîtes aux lettres, ça. Ouais, on est quand même bien. Donc, t'as pas l'eau, l'électricité, le ci, le ça, voilà. tout. Franchement, moi, je me trouve beaucoup mieux ici. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent passer le cap et je les encourage vraiment. C'est maintenant qu'il faut faire parce que il n'y aura plus de place bientôt. Tout le monde va revenir. Voilà. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Il faut prendre l'opportunité. Il faut vraiment y aller parce que le temps passe et l'opportunité aussi peut partir. En tout cas, ici, ça bouillonne. Ici, c'est chaud. Les choses se passent. N'ayez pas peur, venez au moins en vacances, au moins juste en vacances, même si ce n'est pas venir vous installer, mais venez au moins en vacances, voir le pays et puis faire votre propre idée. Et bien sûr, si vous avez l'aspiration de revenir au pays, osez, n'ayez pas peur, il y a beaucoup de choses à faire comme tu as dit. Et puis oui, il y a des concessions à faire, mais ça en vaut la peine. Parce que moi, je trouve que ça en vaut la peine, je pense que toi aussi, ça en vaut la peine. Ça vaut le coup, Merci beaucoup, Prudence, d'avoir participé à cette entrevue. Déjà terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette conversation. Vous allez retrouver toutes les informations de Prudence dans la boîte de description. Donc, vous allez avoir sa page Instagram. Je vous invite à aller la visiter et bien sûr à la suivre aussi sur Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à partager, à liker et bien sûr à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine.